Bienvenue à Détective Éternel. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple, dans le code gravé dans le cadran solaire du jardin. Une mort soudaine, un symbole cryptique gravé dans la pierre et un secret enfoui dans le temps. L'écoutez-vous le soir ou avec votre thé du matin? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. D'où m'écoutez-vous ce soir? Imaginez les ruelles tranquilles de St. Mary Mead, un village où les haies fleurissent avec grâce et où les secrets sont gardés aussi soigneusement que les rosiers. Pourtant, comme souvent dans ces endroits, sous ce calme se cache une ombre qui n'attend que de s'éveiller. Tout a commencé avec le cadran solaire dans le jardin du presbytère. Un bel après-midi d'été avait attiré un petit groupe de voisins venus admirer les dahlias de Madame Price Ridley, et là-bas, à moitié caché, dans l'ombre se dressait le cadran en pierre, étrangement marqué. Miss Marple, assise à sa place habituelle près de la table à thé, observait par-dessus ses lunettes. « Curieuse », murmura-t-elle, remarquant que des rayures inhabituelles rayaient la vieille devise latine. « Pas de simples rayures », pensa-t-elle, mais des gravures délibérées, des chiffres et des lettres, grossièrement gravées dans le temps lui-même. « Des vandales, sans aucun doute », déclara le colonel Melchett, sa voix résonnant à travers la pelouse. Il jeta un regard perçant autour de lui, comme si le coupable pouvait être parmi eux. Mais Miss Marple remarqua que les lèvres de Madame Price Ridley se pinçaient et qu'elle détournait rapidement le visage. « Ce devaient être les enfants du village », dit le jeune monsieur Denham bien trop vite, renversant du thé dans sa soucoupe dans sa hâte. Ses oreilles rougirent lorsque plusieurs têtes se tournèrent vers lui. Une réaction curieusement excessive, pensa Miss Marple, d'autant plus que personne ne l'avait accusée. La conversation dériva, comme souvent vers des sujets plus sûrs, la fête à venir, la météo et l'éternel combat de Madame Bantry contre la moisissure sur ses roses. Pourtant, le cadran solaire attirait sans cesse les regards. Quel code pouvait y être gravé? Miss Marple, avec son habitude de se souvenir de la folie humaine, enfouit ce spectacle comme une fleur pressée entre les pages de son esprit. À mesure que l'heure avançait, l'assemblée se raréfiait. Des rires légers parvenaient du chemin, et des tasses de thé s'empilaient sur un plateau. Miss Marple s'attardait, attachant lentement ses gants lorsqu'un cri strident résonna. Il provenait de derrière la haie d'if, aussi tranchant que du verre brisé. Le colonel Melchett a laissé tomber sa tasse. Bon Dieu, qu'est-ce que c'était? Ils se précipitèrent vers le cadran solaire, jupe bruissante, chaussures crissant sur le gravier. Là, au pied même de la pierre sculptée, gisait un homme. Son corps était affalé, le visage tourné vers le sol. Sous sa main, comme posé délibérément, se trouvait un petit bout de papier plié. Papier à moitié caché dans l'herbe. Miss Marple s'avança, les yeux plissés, non pas en regardant le cadavre, mais le papier. Elle vit avant tout le monde la légère trace d'encre, la trace d'une main pressée, et le sentiment évident que ce n'était pas un hasard. Non, quelqu'un voulait qu'on le retrouve. Restez avec nous jusqu'à la fin, insiste le narrateur en vous disant « alors seulement la vérité éclatera ». Car la première mort venait de s'abattre sur l'ombre du cadran solaire, et le village de St. Mary Mead ne serait plus jamais tout à fait le même. La nouvelle du corps se répandit dans St. Mary Mead à une vitesse comparable à celle du son des cloches de l'église. Lorsque le gendarme arriva au jardin du presbytère, la moitié du village semblait déjà rassemblée aux portes, chuchotant à voix basse mais pressante. Les yeux écarquillés, les voix chuchotées, chaque voisin tendit le cou pour mieux observer, espérant saisir un détail et le rapporter chez lui comme sa petite part de scandale. Miss Marple, toujours discrète, se tenait à l'écart de l'assemblée. Son expression exprimait une légère inquiétude, même si ses yeux bleus perçants ne manquèrent de rien. Elle remarqua que Madame Price Ridley serrait fermement son châle, malgré la chaleur de l'après-midi. Elle remarqua aussi que le jeune monsieur Denham, qui avait parlé trop hâtivement de la responsabilité des enfants dans les marquages du cadran solaire, se tenait maintenant curieusement à l'écart, fixant fixement le chemin de gravier comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir. « Reculez, s'il vous plaît, reculez !» cria l'agent Graves, son carnet déjà sorti, même si sa main tremblait légèrement en écrivant. Personne ne doit perturber la scène. Le colonel Melchett arrive. Le corps fut rapidement identifié comme celui de M. Arthur Linton, clerc de notaire de la ville voisine. Sa présence dans le jardin du presbytère sembla étrange à tous. Rares étaient ceux du village qui prétendaient le connaître, au-delà d'un signe de tête passager dans la rue principale. Pourtant, il était là, sans vie sous le cadran solaire, ce bout de papier plié sous la main. Le vicaire lui-même,
pâle et visiblement secoué, assura à l'agent Graves que M. Linton n'avait rien à faire au presbytère. Miss Marple se pencha légèrement pour ajuster son sac à main, profitant de ce mouvement pour jeter un coup d'œil au papier. Bien que l'agent l'ait déjà scellé, elle perçoit la faible impression de lettres hâtives et irrégulières. Un code, peut-être? Ou rien de plus qu'un message cryptique destiné à induire en erreur. Cette pensée la hantait. « Je parie que la police va tout régler », murmura Madame Bantry en s'approchant de Mademoiselle Marple. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ici. Et pourquoi lui? Il doit y avoir un lien. Son regard parcourut les alentours. Vous ne pensez pas que cela ait un rapport avec ces horribles rayures sur le cadran solaire? Miss Marple esquissa un petit sourire évasif. Le problème avec les relations, ma chère, c'est qu'elles apparaissent souvent là où on l'attend le moins. Et parfois, là où on les attend le plus, elles n'existent pas du tout. Le soir venu, le colonel Melchett arriva pour prendre les choses en main. Son attitude vive rassura certains et irrita d'autres. Même s'il réussit à disperser la foule, il s'adressa à Miss Marple poliment, avec une pointe d'indulgence, comme on s'adresse à une tante bien intentionnée. « Laissez-nous faire, Miss Marple. Une sale affaire, mais j'ose croire que nous allons la résoudre. Probablement une querelle personnelle ou une femme. C'est généralement le cas. » Miss Marple hocha la tête, le regard serein. Mais intérieurement, elle se rappelait la réputation d'Arthur Linton, un homme sans histoire, peu enclin au scandale. Non, pensa-t-elle, ce n'était pas aussi simple qu'une querelle d'argent ou d'amour. Les motivations humaines étaient plus profondes, plus complexes, souvent dissimulées sous des couches de respectabilité. Ce soir-là, au dîner, dans la salle à manger du presbytère, la conversation était feutrée et tendue. Le vicaire, visiblement perturbé, répéta sa perplexité. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet homme se trouve dans mon jardin. Je le connaissais à peine, si ce n'est pour échanger des mots. C'est extrêmement pénible. » Madame Price Ridley intervint aussitôt, d'un ton un peu trop sec. Ce devait être un accident, sans doute. Peut-être avait-il trébuché, ou était-il tombé malade. Oui, cela expliquerait tout. Miss Marple, remuant son thé, observa doucement. Pourtant, il tenait un mot, n'est-ce pas? L'accident semble une explication curieuse quand on serre un papier dans la main. Ces paroles, prononcées avec une douce innocence, firent claquer la cuillère de Madame Price Ridley contre sa soucoupe. Le silence qui suivit fut empli de questions muettes. Pourquoi Madame Price Ridley avait-elle été si prompte à suggérer un accident? Pourquoi le jeune monsieur Denham avait-il rougi si violemment dès la première discussion sur le cadran solaire? Et pourquoi Arthur Linton était-il entré sans y être invité dans le jardin du presbytère? Une fois la réunion terminée, Miss Marple rentre chez elle sous le crépuscule qui s'épaissit. Les ombres s'étendent sur toute la rue, et l'air du soir était chargé d'un parfum de chèvrefeuille. Pour tout passant, elle voyait l'image d'une douce vieille dame revenant d'une journée fatigante, mais son esprit s'activait, tel le balancement régulier de la pendule d'une horloge. Elle pensait à des codes gravés dans la pierre, au corps d'un inconnu sur un cadran solaire qui a des voisins trop prompts à expliquer les choses. Alors qu'elle atteignait son portail, une voix s'éleva du sentier obscur derrière elle. Un murmure bas, précipité, censé rester secret. Elle ne saisit que deux mots, aigus et pressants. « Cadran solaire ». Puis des pas s'éloignèrent rapidement dans la nuit. Miss Marple marque une pause, la main sur le loquet, les yeux plissés. Le mystère s'épaississait déjà, et l'ombre du cadran solaire semblait s'étendre davantage à chaque heure qui passait. Le lendemain matin, le village était submergé de rumeurs. Au salon de thé de Madame Bartlett, où les scones étaient réputés légers et les conversations encore plus légères, les conversations sur le cadran solaire et le défunt résonnaient à chaque coin de rue. La petite cloche au-dessus de la porte tintait sans cesse, tandis que les voisins se glissaient sous prétexte d'acheter du gâteau aux graines, chacun impatient de savoir ce que les autres avaient glané. Miss Marple, enveloppée dans son châle pâle, était assise tranquillement à sa table habituelle, près de la fenêtre. Elle versait son thé d'une main ferme et laissait son regard errer, même si ses oreilles captent chaque mot. Aux yeux d'un passant, elle ressemblait à une vieille dame bienveillante, savourant son rafraîchissement matinal. En réalité, elle prenait des notes mentales, soupesait les tons et démêlait la vérité de la trame. « C'est clair pour moi », dit Madame Bantry en se penchant avec délectation par-dessus le comptoir. Le pauvre homme avait rendez-vous dans le jardin du presbytère. Sinon, pourquoi serait-il là? Et ce bout de papier? Un rendez-vous, je parie, Madame Bartlett, affairée avec ses tasses,
hocha la tête avec empressement. « Oui, oui, c'est probable. J'ai entendu dire par le jeune Tommy Pringle, dont l'oncle conduisait le chariot de livraison, que le journal contenait des chiffres. Des chiffres secrets, disait-il, comme un code. » Sa voix baissa conspiratrice. « Des espions, peut-être ?» À ces mots, les yeux de Madame Bantry s'écarquillèrent de plaisir. « Eh bien, je n'ai jamais rien vu de tel. Des espions à St. Mary Mead. Quelle excitation !» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir apparaître des silhouettes en trench coat entre les pots de sucre. De l'autre côté de la pièce, le jeune monsieur Denham était assis, raide, à une table dans un coin, faisant semblant de lire un journal. Mais Miss Marple voyait la façon dont ses doigts tapotaient le bois avec agitation, dont il levait le journal plus haut chaque fois que la conversation abordait le cadran solaire. Il écoutait très attentivement, tout en s'efforçant de ne pas le paraître. Pendant ce temps, Madame Price Ridley entra, l'air suffisant, le nez haut, comme si elle portait seule le fardeau de la vérité. « Faut que ces spéculations insensées cessent », déclarait-elle en s'asseyant fermement. « N'était qu'un accident tragique. Monsieur Linton était un homme maladif, j'en suis sûr. Il s'est probablement effondré, le pauvre garçon. Et on en fera tout un drame. Mais qu'en est-il du mot, Madame Price Ridley » s'exclama Mademoiselle Hartnell, qui n'hésitait jamais à poser une question. Pourquoi un homme maladif devrait écrire des messages secrets sur des bouts de papier? Madame Price Ridley hésita, laissant ses gants trop longtemps. On ne peut pas connaître les bizarreries des autres, dit-elle enfin d'un ton sec. Les gens font des choses étranges. Ce n'est pas une preuve d'acte criminel. Miss Marple sirotait son thé, observant la pièce vibrer de murmures. Elle remarqua avec son calme habituel que l'explication de Madame Price Ridley avait été donnée avec une pointe de vigueur, comme pour faire taire les doutes plutôt que pour y répondre. Une attitude défensive curieuse pour quelqu'un qui prétendait si peu connaître le sujet. À ce moment-là, le colonel Melchett entra dans la boutique, grand et carré d'épaules, sa présence imposant un silence. Il salua vivement les dames, puis se tourna vers Miss Marple d'un hochement de tête. « Ah, Miss Marple, puis-je me joindre à vous ?»« Bien sûr, colonel, répondit-elle, les yeux pétillants. Je suis toujours heureuse d'avoir de la compagnie. » Il s'assit lourdement, baissant la voix. Nous ne trouvâmes aucun signe de lutte, aucune arme, rien qui suggère une quelconque violence. Et pourtant, il s'interrompit, jetant un coup d'œil aux autres autour de lui. « Eh bien, il suffit de dire qu'il y a des particularités. Ce papier, par exemple. Nous l'avons envoyé pour un examen plus approfondi. Mais entre nous, je doute que cela mène à grand-chose. » Miss Marple inclina la tête. « Colonel, ce n'est pas l'objet lui-même qui compte, mais celui qui y réagit. » Le colonel fronça les sourcils, visiblement impatient de résoudre les énigmes, mais avant qu'il puisse répondre, Madame Bantry se pencha. « Avez-vous déjà arrêté quelqu'un, colonel? Les gens vont vouloir savoir. On n'est jamais trop prudent avec les inconnus. »« Arrêté? Certainement pas, » rétorqua-t-il, la moustache hérissée. « Il n'y a aucune preuve de crime. »« Pas encore. » Un murmure parcourt la boutique. Certains semblaient soulagés, d'autres déçus. Miss Marple posa sa tasse et joignit les mains, sereine comme toujours. Elle se laissa submerger par les voix, les dénégations et les suppositions, les petits mensonges dissimulés dans des remarques désinvoltes. La nature humaine était un livre ouvert, pour peu qu'on sache le lire. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et une jeune servante du presbytère entra, essoufflée et pâle. Elle serrait un chiffon plié dans ses mains. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, sa voix portant clairement au-dessus du brouhaha. Dans l'herbe, près du cadran solaire. Un bouton complètement arraché. Il n'était pas là hier. Toutes les têtes se tournèrent, tous les murmures s'arrêtèrent. Un petit bouton ordinaire, pourtant si facilement oublié. Les yeux de Miss Marple brillèrent d'un intérêt soudain, car dans ces choses simples et humbles se cache souvent la clé des plus grands mystères. La servante le déposa délicatement sur le comptoir et le silence s'installa. Puis, comme une pierre tombée dans l'eau, les commérages reprirent, plus fort qu'auparavant. Qui avait bien pu perdre un bouton? Et pourquoi un tel jour, à un tel endroit? Miss Marple, calme au milieu de la tempête, se dit qu'un bouton peut raconter autant d'histoires qu'un livre, si l'on sait écouter. Le petit bouton en laiton reposait sur le comptoir de Madame Bartlett, tel un vestige d'une ancienne bataille. D'apparence simple, ternie par l'usure, sa présence provoqua un émoi immédiat. Tous se penchèrent, murmurant, évaluant sa signification comme s'il s'agissait d'un joyau d'une valeur inestimable. Miss Marple, sirotant la dernière gorgée de son thé, remarqua la façon dont les regards se posaient, certains curieux, d'autres méfiants.
Elle ne regardait pas directement le bouton, mais plutôt les gens. C'était là que la vérité se révélait souvent. Le colonel Melchett s'éclaircit bruyamment la gorge. Bon, ne tirons pas de conclusions hâtives. Un bouton ne prouve rien. Il a peut-être été laissé tomber il y a plusieurs jours par un passant. Ses paroles étaient sèches, mais son regard s'attardait avec inquiétude sur le petit objet. Madame Bantry, qui ne se laissait jamais décourager, se pencha avec empressement. Mais, colonel, la servante dit qu'il n'était pas là avant. S'il n'était apparu qu'hier, il devait sûrement appartenir à quelqu'un qui était présent à la garden party. Sa déclaration résonna dans la boutique comme une pierre sur l'eau. Miss Marple regarda M. Denham baisser son journal avec une nonchalance prudente. La manche de sa veste glissa légèrement en arrière, et elle remarqua qu'il manquait un bouton à sa manchette. Il remarqua son regard et redressa rapidement la manche. Madame Price Ridley ne tarda pas à saisir l'occasion. « Ce doit être lui », déclarait-elle en pointant un doigt accusateur vers le jeune Denham. « Ne l'avons-nous pas tous vu s'attarder près du cadran solaire? Et n'a-t-il pas eu un comportement des plus étranges dès la première mention des égratignures ?» Le visage du jeune homme s'empourpre. « C'est absurde, Madame Price Ridley. On perd tout le temps des boutons. J'ose dire que la moitié des hommes présents dans cette pièce en ont perdu un. » Sa voix se brisa et il repoussa sa chaise trop brusquement, attirant plus d'attention qu'il ne le souhaitait. Miss Marple observait tranquillement, son sac à tricot reposant sereinement sur ses genoux. Elle se rappelait combien, dans sa jeunesse, elle avait vu des querelles entre garçons du village, expliquées par des fanfaronnades aussi maladroites. Trop protester, pensa-t-elle. C'est souvent le signe que quelque chose ne va pas. Le colonel Melchett leva la main en silence. Cela suffira. Nous ne sommes pas ici pour lancer des accusations comme des écoliers. Cette affaire fera l'objet d'une enquête sérieuse. Monsieur Denham, vous ferez une déclaration. Quant à vous autres, n'oubliez pas que les ragots font plus de mal que de bien. Ces mots, bien que sévères, ne firent rien pour calmer les murmures. Déjà la boutique bourdonnait de spéculations. Qui d'autre avait porté une veste à boutons de cuivre? Le défunt mari de Madame Price Ridley n'avait-il pas possédé un manteau avec précisément ce type de fermeture? Un manteau qu'elle avait conservé pendant toutes ces années, et le vicaire lui-même n'en avait-il pas un sur sa soutane de cérémonie? Chaque suggestion attisait la flamme. Miss Marple se pencha vers Madame Bantry et dit d'un ton doux « Les gens remarquent très vite les boutons lorsqu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Pourtant, ils remarquent si rarement que les leurs ont disparu. » Madame Bantry rit nerveusement. « Tu as vraiment une façon de dire les choses, Jane. Pourtant, j'ose dire que le jeune Denham avait l'air assez coupable tout à l'heure. Peut-être, acquiesça doucement Miss Marple. Mais culpabilité et peur sont souvent confondues. Un garçon qui craint d'être soupçonné peut ressembler à un homme coupable. » Tandis que la boutique se vidait, Miss Marple se leva, enroulant son châle autour de ses épaules. Dehors, la place du village vibrait de la même énergie fébrile. Les gens se pressaient par deux ou trois, leur voix se transformant en murmures pressants à son passage. Chaque regard, chaque baisse de ton lui indiquait que l'ombre du cadran solaire s'étendait désormais jusqu'au moindre recoin de St. Mary Mead. Elle marcha lentement vers l'allée, pensant au bouton. Un petit indice, facilement négligé mais capable de révéler bien des choses. Elle pensa aussi à Arthur Linton, à la course qu'il avait amenée au jardin du presbytère, et à cette gravure hâtive sur le cadran solaire, chiffres et lettres gravés comme si le temps pressait. Près du coin, elle aperçut de nouveau M. Denham. Il parlait à voix basse avec le vicaire, le visage pâle, les gestes défensifs. À l'approche de Mademoiselle Marple, le vicaire leva les yeux, surpris, et salua rapidement le jeune homme. Denham s'éloigna sans un mot, le col trempé de sueur. « Ah, Mademoiselle Marple !» dit vivement le vicaire en esquissant un sourire. « Quelle affaire affreuse, n'est-ce pas? Je garantissais simplement au jeune Denham que les autorités éclaircissent cette affaire. Il est profondément affecté par ces accusations. »« En effet, » murmura Miss Marple. « Mais bon, les gens contrariés peuvent être très révélateurs, vous ne trouvez pas ?» Le vicaire cligna des yeux, incertain de la réponse à donner. Miss Marple inclina poliment la tête et poursuivit son chemin, le laissant s'agiter, mal à l'aise, sur le chemin. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre avec son tricot, Miss Marple repensa aux événements de la journée. Un bouton, un mensonge, un démenti hâtif. Tels étaient les fils qu'elle commença à tisser, tranquillement, patiemment. Elle n'avait pas encore tout compris, mais elle savait que le bouton était tombé pile au bon moment, et du mauvais vêtement. Et quelque part dans le village, quelqu'un le savait aussi et avait peur.
Même dans un lieu aussi paisible en apparence que St. Mary Mead, les murmures avaient le don de traverser les murs comme portés par le vent. Le deuxième soir suivant le décès au presbytère, tout le village semblait possédé par la curiosité. Pas un pas de porte n'était exempt de spéculation, pas un salon exempt de théories. Miss Marple, cependant, préférait laisser les autres parler. Elle savait pertinemment que moins on intervenait, plus on se révélait. Ce soir-là, elle descendit l'allée en direction de la poste pour envoyer une lettre et par hasard s'arrêta près de la fenêtre ouverte du salon de Madame Price Ridley. Des voix portent distinctement dans le crépuscule. « Vous ne devez rien », disait Madame Price Ridley de son ton sec et autoritaire. « Serait terrible si les gens avaient des soupçons. » La réponse fut plus douce, hésitante. Miss Marple reconnut qu'il appartenait à Elsie, la femme de chambre du vicaire. « Mais, madame, et s'il le faisait déjà ?» Le bouton dont tout le monde parle. Et M. Denham avait l'air si effrayé. « N'importe quoi !» s'exclama Madame Price Ridley. « Le garçon est faible, facilement perturbé. Il n'a aucune importance. L'important est que personne ne découvre la véritable raison de la présence de M. Linton. Il y a eu un bruissement de tissu, peut-être Elsie en train de tordre son tablier. Mais tu as dit qu'il était venu te parler. Assez. » Les mots résonnèrent comme une gifle, et Miss Marple, debout dans l'ombre, plisse les yeux. Madame Price Ridley venait d'avouer plus qu'elle ne le pensait. Elle avançait silencieusement, ses chaussures ne faisant aucun bruit sur le chemin. Il ne fallait pas se faire prendre en train d'écouter aux portes, même si, en vérité, elle considérait cela comme moins d'écoute aux portes et plus d'écoute attentive. La distinction était importante, du moins pour elle-même. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans son salon, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle repensa à ce qu'elle avait entendu. Madame Price Ridley avait insisté pour qualifier le décès d'accident, avait minimisé l'importance des inscriptions du cadran solaire et admettait maintenant que M. Linton était venu la voir. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Le lendemain matin, les ragots au parc étaient plus vifs que jamais. Madame Bantry intercepte Miss Marple près de la boulangerie, le visage illuminé par le scandale. « Jane, tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu. On dit que le mot trouvé sous la main de l'homme ne contenait pas de code, mais des initiales. Juste 3 lettres, griffonnées à la hâte. Personne ne veut me dire ce que c'était. Mais n'est-ce pas étrange ?» Miss Marple sourit doucement. « Les initiales peuvent être dangereuses, Dolly. Elles peuvent indiquer la vérité ou être écrites précisément pour induire en erreur. » Madame Bantry serrait son panier. « Mais les initiales de qui? C'est la question que tout le monde se pose. Imaginez si c'était quelqu'un du village. Ça pourrait être n'importe qui. » Miss Marple hocha légèrement la tête, mais son esprit se tourna vers Madame Price Ridley. Si Linton avait laissé des initiales, était-ce un indice ou quelqu'un lui avait forcé la main pour lui remettre le papier? Une telle mise en scène n'était pas rare. Plus tard dans la journée, le colonel Melchett se présenta au cottage de Miss Marple. Il semblait épuisé, son assurance habituelle légèrement érodée. « Miss Marple, dit-il sèchement, je dois vous demander, avez-vous observé quelque chose? Vous semblez toujours remarquer ce que les autres négligent. » Elle le regarda sereinement. « Seulement, on révèle souvent davantage par ce qu'on essaie de cacher. Il peut être très instructif d'observer qui insiste trop haut sur son innocence. » Le colonel soupira. « Vous voulez dire Madame Price Ridley? La moitié du village a déjà laissé entendre son implication. Elle est indignée, bien sûr. Elle prétend qu'elle connaissait à peine cet homme. Mais elle en a trop, » répondit doucement Miss Marple. « Le colonel n'est pas synonyme d'innocence. » Il fronça les sourcils, puis secoua la tête. « Bien, je m'en souviendrai. Mais cette histoire de bouton, le nom de Denham est partout. S'il est innocent, il réussit très bien à paraître coupable. »« Ah !» dit Miss Marple d'un ton doux. « Mais n'avez-vous pas remarqué, colonel, que la culpabilité revêt souvent une expression, tandis que la peur en revêt une autre? Pour un œil non averti, elles peuvent sembler identiques. » Leur conversation fut interrompue par Elsie, la femme de chambre du pasteur, qui remonta l'allée en courant, les joues rouges. Elle tenait une petite enveloppe à la main. « Colonel, monsieur, balbutia-t-elle, l'a glissée sous la porte du presbytère il n'y a pas 1 heure. J'ai pensé qu'il valait mieux vous l'apporter directement. » Il l'ouvrit en plissant les yeux. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier. Dessus étaient griffonnées les mêmes initiales que celles dont Madame Bantry avait parlé, en 3 lettres grasses. Miss Marple se pencha, l'air calme, mais l'esprit serein. Pour l'instant, la signification de ces lettres était incertaine, mais elle vit le tremblement des mains d'Elsie et la façon dont son regard se tournait vers la ruelle, comme si elle craignait d'être observée.
Quelqu'un avait pris grand soin de s'assurer que ses initiales soient visibles. Et c'était, pour Miss Marple, peut-être l'acte le plus suspect de tous. Les mystérieuses initiales, passées sous la porte du presbytère, furent le seul sujet de conversation le lendemain matin. Les spéculations se répandirent plus vite que la fumée dans une cheminée. Certains villageois jurent que les lettres devaient être liées aux gravures du cadran solaire. D'autres insistaient sur le fait qu'elles évoquent une liaison, un scandale qu'il valait mieux taire. Miss Marple, qui avait depuis longtemps compris l'inutilité des conclusions hâtives, écoutait plus qu'elle ne parlait. À la table du petit déjeuner de son cottage, elle réfléchissait tranquillement. Quelqu'un avait choisi d'attirer l'attention sur ses initiales. Cela seul était révélateur. Ceux qui cherchent à dissimuler en voient rarement des rappels. Non, c'était une mise en scène destinée à effrayer ou à tromper. Le colonel Melchett la revit avant midi. Il paraissait las, comme si le poids des spéculations pesait plus lourd que les faits eux-mêmes. Cela devient intolérable, mademoiselle Marple. Chaque villageois croit désormais détenir la solution. Price Ridley est à moitié vexé. Denham boude comme un chien battu, et le vicaire insiste pour que nous traitions l'affaire avec discrétion. En attendant, les seules preuves que nous ayons sont ce maudit papier et un bouton. Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Colonel, mais 2 petites choses peuvent suffire, à condition de les lire correctement. Il émit un grognement d'impatience. Peut-être. Mais je vous le dis franchement, si rien de plus n'apparaît bientôt, cette affaire tournera au drame. C'était comme si le destin avait écouté. Car avant la fin de la journée, quelque chose de plus est apparu, quelque chose que personne à St. Mary Mead ne pouvait ignorer. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait et que les lanternes commençaient à briller aux fenêtres des chaumières, un cri retentit dans le chemin derrière le cimetière. C'était un cri aigu, perçant, le genre de son qui figeait les gens sur place. Les villageois se précipitèrent vers lui, et parmi eux, alerte malgré son âge, se trouvait Miss Marple. Ils trouvèrent Elsie, la servante du vicaire, effondrée sur le sol près des ifs. Elle était pâle, secouée, mais vivante. À côté d'elle gisait une pierre lisse, lourde et humide de terre, comme si elle avait été ramassée à la hâte. Quelqu'un l'avait lancée avec l'intention de faire du mal. Elsie s'agrippa à la manche de Miss Marple, la voix tremblante. C'était une silhouette dans l'ombre, mademoiselle. Je ne voyais pas son visage, mais elle murmurait. Les mêmes mots encore, le cadran solaire. Puis la pierre vola et je m'enfuis. Le colonel Melchett arriva quelques instants plus tard, le visage noirci par la colère. Tentative de meurtre par le ciel. Voilà ce que c'est. D'abord Linton est mort, et maintenant ça. Quelqu'un joue un jeu dangereux. Miss Marple apaisa la jeune fille en murmurant du réconfort, mais son esprit ruminait déjà les détails. Un murmure des mêmes mots, répété comme un rituel. Une pierre choisie non pas dans le chemin, mais dans la terre humide du cimetière. L'acte avait été maladroit, précipité mais délibéré. Madame Bantry, qui avait bien sûr suivi le tumulte, se pencha vers Miss Marple. « Pensez-vous que cela prouve qu'elle en sait plus, qu'elle ne le laisse paraître? Quelqu'un doit craindre qu'elle parle. » Miss Marple lui lança un regard doux. « Ma chère Dolly, parfois, on attaque les gens non pas à cause de ce qu'ils savent, mais à cause de ce que les autres croient qu'ils savent. » L'agent examina le sol sans grand résultat. Aucune trace de pas n'était visible dans l'herbe piétinée, et personne n'avoua avoir vu une silhouette s'enfuir. Mais tandis que la foule se dispersait, Miss Marple s'attarda près du portail du cimetière. Elle se pencha et toucha la terre où la pierre avait été emportée. Elle était humide, fraîchement remuée. Quelqu'un est passé par là avant le cri. En se redressant, elle aperçut M. Denham qui l'observait depuis le bord du chemin. Son visage était pâle sous la lumière de la lampe, son regard nerveux allant d'Elsie au cadran solaire, visible derrière la haie. Lorsqu'il comprit qu'elle l'avait vu, il se retourna vivement et s'éloigna, d'un pas un peu trop rapide. Plus tard, de retour à son cottage, Miss Marple s'installa dans son fauteuil, les événements de la journée se dessinant dans son esprit selon un nouveau schéma. D'abord un corps, puis un bouton, et maintenant une seconde attaque. Des schémas, certes, mais aussi des performances. Quelqu'un orchestrait des scènes avec intention, laissant des indices à la fois trop pratiques et trop théâtraux. Ses aiguilles cliquaient sans cesse tandis qu'elle y réfléchissait. La nature humaine, murmura-t-elle doucement, a toujours son mot à dire, mais il faut être assez patient pour l'entendre. Dehors, la soirée s'installe dans un calme inquiétant. Pourtant, à St. Mary Mead, la deuxième ombre était tombée et Miss Marple savait que le jeu ne faisait que commencer à montrer sa véritable nature.
Le lendemain de l'évasion d'Elsie, St. Mary Mead avait l'air inquiète d'un lieu qui n'était plus sûr de sa sécurité. Les portes, autrefois ouvertes, se referment à présent fermement, et les rideaux tremblent à chaque passant. Le colonel Melchett avait ordonné une enquête, mais les villageois étaient plus prompts à fournir des alibis qu'à sortir des miches de pain du four. Chacun semblait déterminé à prouver qu'il était impossible qu'il ait pu rôder près du cimetière au crépuscule. Miss Marple, avec son doux sourire et son hochement de tête bienveillant, remontait la rue principale. Elle ne posait aucune question directe, et pourtant les réponses affluaient à ses oreilles. Les gens étaient trop prompts à clamer leur innocence, et l'empressement, elle le savait, trahissait souvent plus que le silence. Chez le marchand de légumes, Madame Bantry tenait déjà sa cour. « J'ai passé la soirée avec Dolly », déclara-t-elle haut et fort, bien que personne ne l'ait accusée. « Nous avons écossé des petits pois ensemble, jusqu'à presque 9 heures. »« N'ai-je pas raison, Dolly ?» Madame Bantry rit nerveusement et hocha la tête. Effectivement, c'était le cas. Une tâche fastidieuse, mais parfaitement vraie. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Écosser des pois laisse des traces. On en garde toujours une légère odeur pendant des heures. Elle se pencha et Madame Bantry rougit. Une infime trace de savon à la lavande et non de pois flottait autour de son amie. Dehors, elle rencontra M. Denham, qui paraissait chaque jour plus maigre et plus tiré. « Bonjour, Miss Marple », dit-il trop vite, jetant un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. « J'étais chez moi hier soir, à régler mes comptes. Je vous assure que je ne suis pas sorti une seule fois. »« Quelle ?» dit Miss Marple d'un ton doux. « La comptabilité peut être une affaire tellement stable. On remarque toujours quand les chiffres ne collent pas. » Sa bouche se serra et il s'éloigna en courant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Plus tard, au presbytère, Miss Marple trouva Madame Price Ridley en pleine conversation avec le vicaire lui-même. Elle déclarait avec une force inhabituelle avoir passé toute la soirée en prière. « Vous pouvez demander à ma femme de chambre si vous le souhaitez, » dit-elle, le menton levé. « Elle vous le confirmera. » Je bougeais à peine de ma chaise. Le vicaire semblait mal à l'aise, et Miss Marple crut percevoir une lueur d'inquiétude sur son visage. Elle laissa sa voix s'échapper, douce comme une plume. « Les prières sont très bénéfiques, bien sûr. Pourtant, j'ai toujours eu du mal à me concentrer quand on est préoccupé. Les pensées s'égarent terriblement. » Les lèvres de Madame Price Ridley s'amincirent, et elle tourne son regard vers la fenêtre. Dans l'après-midi, il semblait que tout le village avait élaboré des récits détaillés de leurs déplacements. Certains jurent avoir rendu visite à des parents, d'autres prétendent s'être couchés de bonne heure. La multitude d'alibis sembla particulièrement étrange à Miss Marple. Les villageois étaient rarement aussi précis sur leurs faits et gestes, sauf par crainte d'être soupçonnés. Au salon de thé, elle trouva l'atmosphère tendue, les bavardages habituels étouffés. Elsie était assise là aussi, pâle mais déterminée, les mains jointes autour d'une tasse fumante. « J'entends toujours la voix, mademoiselle », murmura-t-elle à l'approche de Miss Marple. Ces mêmes mots, cadran solaire. Ça me glace encore. Miss Marple lui tapota gentiment le bras. « La mémoire peut être difficile après la peur, ma chère. Pourtant, elle s'aiguise parfois. Trouvez-vous que la voix est dure ou douce, rapide ou mesurée ?» Elsie hésite, doucement, mais pressée, comme si elles avaient peur d'elles-mêmes. Ce détail s'est ancré dans l'esprit de Miss Marple comme une pièce de puzzle cherchant sa place. Peur d'eux-mêmes. Oui, la peur se répandait à St. Mary Mead, se cachant dans des recoins où elle n'avait rien à faire. Alors que le jour déclinait, Miss Marple rentra chez elle, passant devant le cadran solaire. La pierre portait encore ses inscriptions mystérieuses, les lettres et les chiffres reflétant la lumière déclinante. Elle se pencha, ses doigts effleurant les gravures. Elles étaient grossières mais réfléchies, comme réalisées à la hâte et pourtant destinées à durer. Le cadran solaire était devenu l'horloge sombre du village, comptant non pas les heures, mais les secrets. Derrière elle, une brindille craque. Elle se retourna mais ne vit que des ombres entre les haies. Quelqu'un l'avait observée. Elle en était certaine. Et tandis qu'elle avançait, elle comprit que le village des alibis était aussi un village de mensonges. La nuit tomba sur St. Mary Mead, et avec elle une nouvelle certitude s'installa dans l'esprit de Miss Marple. Parmi ses voisins jouait un jeu dangereux. Et à chaque dénégation, à chaque alibi énoncé trop vite, elle se rapprochait de l'identité de ce personnage. Le lendemain, l'aube était radieuse, mais le soleil ne parvenait guère à apaiser la tension qui régnait à St. Mary Mead. Les ragots du salon de thé, les alibis méticuleux et les craintes murmurées avaient créé un village où chaque mot avait du poids. Miss Marple, cependant,
savait que dans une telle atmosphère, ce ne sont souvent pas les histoires soigneusement préparées qui trahissent une personne, mais les petites erreurs involontaires. Au milieu de la matinée, elle se rendit tranquillement à la poste, portant une lettre qui n'avait pas vraiment besoin d'être postée, mais qui lui offrait une raison pratique pour faire sa course. À l'intérieur, elle trouva Madame Bantry déjà en pleine conversation animée avec M. Denham. Son visage était pâle et son air agité, bien qu'il s'efforçait de le dissimuler sous une politesse forcée. « Je vous le dis, disait Madame Bantry, il doit y avoir un lien entre M. Linton et cet horrible cadran solaire. Sinon, pourquoi graver des chiffres dessus? Croyez-moi, il s'agira d'un lieu de rencontre secret. Des espions peut-être, ou pire. » Denham rit trop fort. « Des espions. Franchement, Madame Bantry, vous vous laissez aller à votre imagination. Ces marques ne sont que des bêtises enfantines. J'ai vu des garçons graver pire sur des portes de grange. » Miss Marple s'arrêta près du comptoir, les mains jointes avec sérénité. « Mais n'êtes-vous pas celui-là même qui a suggéré des enfants à la garden party, Monsieur Denham? Curieux de voir à quelle vitesse vous y avez pensé. » Il rougit, sa bouche s'ouvrit et se ferma avant qu'il murmura « Eh bien, il fallait bien que quelqu'un l'explique. Mieux vaut des enfants que n'importe quoi d'autre. » Madame Bantry renifla. Pourtant, M. Linton ne me semblait pas intéressé par les sculptures enfantines. « Non, il y en a plus. » Denham se retourna brusquement. « Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Peut-être que le cadran solaire n'a rien à voir avec lui. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Et pourtant, vous semblez bien certain de ce que cela ne signifie pas, mon cher jeune homme. On est rarement aussi catégorique, à moins d'avoir de bonnes raisons de l'être. » Il se mordit la lèvre et marmonna quelque chose à propos d'un retard à un rendez-vous avant de se précipiter dehors, manquant de peu de heurter Madame Price Ridley à la porte. Madame Price Ridley, avec son autorité habituelle, entra avec un frémissement d'indignation. Ces absurdités doivent cesser. Tout le village se donne en spectacle. Personnellement, j'en ai assez d'entendre des rumeurs sur les cadrans solaires et les initiales. La mort du pauvre homme était un accident, rien de plus. Miss Marple l'observa avec une patience tranquille. « Un accident est toujours une bonne chose, Madame Price Ridley, mais il est rarement accompagné de notes mystérieuses et de servantes effrayées. Vous-même devez sûrement admettre son étrangeté. » Madame Price Ridley renifla, mais ses yeux vacillèrent nerveusement. « On voit des schémas là où il n'y en a pas. Eh bien, je connaissais peu M. Linton. Il était venu 1 ou 2 fois pour affaire. Ce n'était rien d'important. C'était une erreur si minime que la plupart auraient pu la manquer. Elle avait auparavant affirmé ne pas connaître cet homme, et elle admettait maintenant qu'il lui avait rendu visite plus d'une fois. Miss Marple rangea l'incohérence avec autant de soin qu'on range un brin de lavande dans un tiroir. Dans l'après-midi, le soleil était haut dans le ciel, et Miss Marple se dirigea vers le presbytère, son sac à tricot se balançant légèrement à ses côtés. Elsie la rejoignit à la grille, encore pâle de son épreuve, mais déterminée à se rendre utile. Murmura-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle, pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Je me souvenais d'autre chose. Quand j'ai aperçu la silhouette dans le cimetière, elle a trébuché en courant, comme si elle buvait juste un peu. Pas beaucoup, mais suffisamment. Miss Marple lui tapota la main pour la rassurer. « C'est très utile, ma chère. Une boiterie peut être très révélatrice. Après tout, la démarche est aussi caractéristique que l'écriture. » Tandis qu'elle poursuivait son récit, Miss Marple repensait aux échanges de la journée. Le rire défensif de Denham, l'aveu soudain de Madame Price Ridley, et maintenant un léger boitement. Chaque détail était infime, presque insignifiant, mais ensemble, ils commençaient à suggérer un schéma. Ce soir-là, elle prit place, comme d'habitude, près de la fenêtre, avec son tricot. Dehors, le cadran solaire projetait sa longue ombre sur le jardin, ses inscriptions gravées comme des cicatrices dans la pierre. Elle se demanda qui les avait gravées et pourquoi. Le village semblait rempli d'explications, enfants, accidents, absurdités. Et pourtant, un mot imprudent avait trahi Madame Price Ridley. Elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. La cloche de l'église sonna l'heure, et quelque part dans la ruelle, un volet claqua. Miss Marple posa son tricot et regarda dans l'obscurité, son esprit s'aiguisant comme une aiguille. Elle ne connaissait pas encore la réponse, mais elle savait que bien des mensonges se dévoilent, maille après maille, et qu'il ne faudrait pas longtemps avant que le motif ne se révèle. Cette nuit-là, St. Mary Mead semblait inhabituellement agitée. Les fenêtres, qui brillaient habituellement chaleureusement au crépuscule, étaient closes, et rares étaient ceux qui osaient s'attarder dans les ruelles après le coucher du soleil.
L'attentat contre Elsie, combiné aux spéculations grandissantes sur les initiales et les macarons, avait jeté une ombre sur le village. Même la cloche de l'église, lorsqu'elle sonna l'heure, sonna tristement, comme consciente du malaise qui se répandait sous son clocher. Miss Marple, assise dans son petit salon, tricotait avec assiduité. Elle tenait ses rideaux à moitié tirés, laissant la lumière de la lampe se répandre faiblement sur l'allée. Il était remarquable, pensa-t-elle, de voir combien les gens oubliaient souvent que la lumière était à la fois révélatrice et réconfortante. Elle aperçut des silhouettes s'avançant au-delà de la haie, des formes hésitantes qui s'attardaient trop longtemps dans l'obscurité. Observant peut-être, attendant, vers 9 heures, on frappa à sa porte. Un coup doux presque timide. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Elsie debout, les mains tremblantes. « Pardonnez-moi, mademoiselle, murmura-t-elle. Je ne pouvais pas rester au presbytère. J'entendais sans cesse des murmures par la fenêtre. Des murmures faibles, mais réels. J'ai cru voir une ombre se diriger vers le cadran solaire. » Miss Marple la fit entrer doucement et l'installa près du feu. « Vous avez bien fait de venir. La peur peut amplifier les sons, mais elle peut aussi les aiguiser. Racontez-moi exactement ce que vous avez entendu. » Elsie hésite, se tordant les doigts. Ce n'était qu'une seule phrase, mais... Je le jure. La voix disait qu'il en savait trop. Puis elle disparut. Et quand je regardais dehors, je crus apercevoir une silhouette adossée à la haie, boitant. La description de la jeune fille fait écho. Miss Marple se souvint de la mention d'Elsie concernant une boiterie. À 2 reprises, on ne pouvait guère imaginer cela. Au matin, des rumeurs nocturnes s'étaient répandues dans le village, entremêlées de toutes sortes de récits. Certains prétendaient avoir aperçu un grand inconnu près du cimetière. D'autres affirmaient qu'il s'agissait de M. Denham, rôdant à nouveau. Les rumeurs les plus extravagantes allaient même jusqu'à chuchoter que le fantôme d'Arthur Linton était revenu surveiller le cadran solaire. Le colonel Melchett, cependant, n'était pas d'humeur à entendre des histoires de fantômes. Il arriva au cottage de Miss Marple, chapeau à la main, l'air plus irritable que jamais. « Miss Marple, on ne peut pas tolérer ces bêtises. Des fantômes, vraiment. Quelqu'un sème délibérément la panique, j'en suis sûr. Et cette histoire de boiterie, la moitié des hommes du comté boitent quand ça les arrange. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, colonel. Mais rares sont ceux qui boitent régulièrement. On pense rarement à dissimuler sa démarche, et quand on le fait, c'est rarement trompeur. Je crois que la boiterie est réelle. » Il fronça les sourcils, marmonnant dans sa barbe, mais ne rejeta pas d'emblée son observation. C'était, remarqua Miss Marple, un progrès. Plus tard dans la journée, elle retourna au salon de thé. La conversation était enflammée, plus forte que d'habitude. Les théories fusent comme des moineaux. Madame Bantry se pencha par-dessus la table, sa voix juste assez forte pour que tout le monde l'entende. « Ce sont les initiales, je vous le dis. Quiconque est désigné, c'est celui qui a tué le pauvre Linton, et celui qui a attaqué Elsie. Le reste n'est que poudre aux yeux et diversion. » À une table voisine, Madame Price Ridley renifla bruyamment. « Les initiales peuvent signifier n'importe quoi. Elles peuvent même être fictives. Chacun voit ce qu'il veut voir. » Son renvoi aurait pu mettre un terme à l'affaire, mais elle ajouta sèchement « Et de toute façon, M. Linton est responsable de tout. Il n'aurait jamais dû s'immiscer dans des affaires qui ne lui appartenaient pas. » Les mots restent en suspens. Pour une femme qui prétendait n'avoir connu le défunt que de loin, c'était une remarque curieuse. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle, et elle rougit, cherchant sa tasse de thé. Miss Marple n'insista pas. Elle observa plutôt la façon dont Denham se raidit aux paroles de Madame Price Ridley, comme s'il craignait qu'elles ne lui reviennent. Sa main trembla légèrement lorsqu'il leva sa cuillère, créant une ondulation à la surface de son thé. Ce soir-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle vers le presbytère. Le cadran solaire était pâle sous le clair de lune, ses gravures se détachant nettement dans l'ombre. Elle s'arrêta, tendant l'oreille. Le village était silencieux. Pourtant, elle crut entendre un léger bruit de pas irréguliers, s'arrêtant quelque part derrière la haie. Elle ne se retourna pas et ne manifesta aucune inquiétude. Au contraire, elle continue d'avancer à son rythme habituel, bien que tous ses sens soient en éveil. Quelqu'un était proche, quelqu'un qui avait beaucoup à perdre. Et tandis que l'ombre s'épaississait, elle comprit que les murmures dans le noir ne sont jamais inoffensifs. Ce sont des avertissements, intentionnels ou non, et l'un d'eux allait bientôt trahir la vérité. Le lendemain matin, l'air à St. Mary Mead était lourde, comme si le village lui retenait son souffle. Des nuages étaient arrivés de l'ouest, bas et gris, menaçant de pleuvoir, et avec eux une atmosphère qui reflétait les murmures inquiétants dans les ruelles.
Les voisins qui s'attardaient autrefois pour discuter passaient en hâte, les yeux baissés. Les portes s'ouvraient prudemment, puis se refermaient avec une fermeté décisive. C'était comme si le soupçon lui-même s'était infiltré dans le sol, s'enracinant sous chaque pas. Miss Marple se leva tôt et vaqua à ses occupations, soigner ses rosiers et nourrir les moineaux à son portail. Aux yeux de tout pinçant, elle semblait l'image même de la tranquillité domestique, mais son esprit retournait l'énigme avec autant de précision que ses aiguilles à tricoter. Un code sur un cadran solaire, un clerc de notaire mort, un bouton tombé, des initiales gravées dans le presbytère, et maintenant des murmures dans l'obscurité. Rien de tout cela n'était isolé. Quelqu'un au village les reliait avec détermination. Plus tard ce matin-là, au bureau de poste, l'atmosphère était chargée d'une tension continue. Madame Bantry ne put se retenir. « C'est évident », déclara-t-elle. « Les initiales étaient destinées à quelqu'un ici, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne découvrions qui. Je vais parier sur le jeune Denham. Il se cache un peu trop, ou peut-être était-ce pour éveiller les soupçons, dit doucement Miss Marple en insérant sa lettre dans la boîte. Il est curieux de voir combien les gens choisissent souvent l'explication la plus simple, alors que la vie et la mort ont tendance à être bien plus compliquées. Sa remarque lui valut un regard interrogateur de la part de Madame Bantry et un regard noir de la part de Madame Price Ridley, qui se trouvait à proximité. Cette dernière renifla. La complication n'est que des ragots déguisés en sagesse. Je maintiens que tout cela n'était qu'un malheureux accident. Étrange, dit doucement Miss Marple, presque comme si elle se parlait à elle-même. Les accidents impliquent rarement des gravures codées ou des servantes effrayées. Madame Price Ridley rougit et ajusta ses gants avec une vigueur inutile avant de sortir sans un mot de plus. Cet après-midi-là, le colonel Melchett convoqua une réunion au presbytère, invitant les personnes les plus impliquées dans l'affaire. Mademoiselle Marple y assista discrètement. Assise à sa place habituelle, les mains jointes sur les genoux, étaient présents Madame Price Ridley, le jeune Monsieur Denham, le vicaire et Madame Bantry, ainsi que le gendarme. Le colonel le dit, « Ça ne peut plus durer. Un homme est mort, une jeune fille a été agressée et notre communauté est à cran. Quelqu'un ici en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre. » Le silence s'installa. Le tic-tac de l'horloge du presbytère devint insupportable. Miss Marple, observant attentivement, remarqua Denham qui s'agitait sur sa chaise, ses doigts tambourinant nerveusement sur son genou. Madame Price Ridley gardait le regard fixé sur ses genoux, la bouche pincée. Le vicaire était pâle, comme s'il craignait que sa maison ne s'effondre sous le poids du scandale. « Je vous assure, dit enfin Madame Price Ridley d'un ton cassant, que je ne connais rien au code secret, ni aux rôdeurs de nuit. L'idée même est insultante. » Les yeux du colonel Melchett se plissèrent. « Et pourtant, madame, on a laissé entendre que M. Linton vous avait rendu visite plus d'une fois. Pourquoi ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. L'espace d'un bref instant, son sang-froid se brisa. « Une banalité, » dit-elle rapidement. « Rien d'important. » La voix calme de Miss Marple flottait dans le silence. Ce sont rarement des choses insignifiantes, qui incitent les hommes à graver des messages dans la pierre. La salle s'agita, mal à l'aise. Denham se leva brusquement, la voix sèche. « C'est absurde. Vous regardez tout de travers. Je vous le dis, ce n'est pas nous. Il doit y avoir un étranger au village. Mais son éclat fait plus de mal que de bien. » Le vicaire fronça les sourcils, Madame Bantry haussa les siens d'un air entendu, et les soupçons du colonel Melchett s'accentuèrent. Lorsque le rassemblement se dispersa, le ciel s'était encore assombri, l'orage se rapprochant. Miss Marple s'attarda, près du portail du jardin, regardant les nuages s'enrouler. Elle sentit la tension de la réunion s'installer en elle, comme une pièce de puzzle se mettant en place. Les mensonges étaient devenus trop emmêlés pour pouvoir être dissimulés plus longtemps. Tôt ou tard, l'orage éclate, et quand cela arriverait, elle savait que la vérité éclaterait au grand jour. L'orage qui avait menacé toute la journée cessa enfin juste après le crépuscule. La pluie tomba à torrents soudains, claquant contre les fenêtres des maisons et transformant les chemins en rivières peu profondes. Le ciel étincelait d'éclairs, déchiquetés, et le tonnerre grondait si violemment qu'il sembla ébranler les fondations mêmes de St. Mary Mead. Le village déjà tendu était désormais enveloppé d'une terreur presque théâtrale. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son panier à tricot à ses pieds, et écoutait la fureur de la tempête. Mais ce n'était pas seulement le temps qui troublait ses pensées. La rencontre au presbytère persistait dans ses dénégations cassantes de Madame Price Ridley,
la colère défensive de Denham, le pâle malaise du pasteur. Chacun avait révélé quelque chose, ne serait-ce que par la manière dont il cherchait à le dissimuler. On frappa à sa porte sec sous l'averse. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Madame Bantry trempée jusqu'aux os et les yeux écarquillés d'excitation. « Jane, il faut que tu viennes vite. Le cadran solaire a encore fait une découverte. » Miss Marple enroula son châle autour de ses épaules et suivit son amie sous la pluie. Des lanternes flottaient devant elle. Les villageois rassemblés malgré le mauvais temps, serrés les uns contre les autres comme des moutons anxieux. Au centre du groupe se tenait le colonel Melchett, son manteau trempé, tenant un morceau de papier trempé. « On l'a retrouvé caché au pied du cadran solaire » cria-t-il. On frappa à sa porte sec sous l'averse. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Madame Bantry, trempée jusqu'aux os et les yeux écarquillés d'excitation. « Jane, il faut que tu viennes vite. Le cadran solaire a encore fait une découverte. » Miss Marple enroula son châle autour de ses épaules et suivit son amie sous la pluie. Des lanternes flottèrent devant elle, les villageois rassemblés malgré le mauvais temps, serrés les uns contre les autres comme des moutons anxieux. Au centre du groupe se tenait le colonel Melchett, son manteau trempé, tenant un morceau de papier trempé. « On l'a retrouvé caché au pied du cadran solaire » cria-t-il par-dessus la tempête. Une autre note, cette fois un avertissement. Le papier était maculé d'eau. L'encre coulait, mais les mots étaient encore lisibles. « Arrêtez de poser des questions. Sinon, il y aura un autre décès. » Des hoquets de surprise parcoururent la foule. Madame Price Ridley se serra la poitrine, murmurant que c'était honteux. Le jeune Denham pâlit, les lèvres pincées. Elsie, qui s'était courageusement aventurée dehors malgré sa peur, gémit doucement et enfouit son visage dans son châle. Le colonel Melchett tonna. « Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un dans ce village est déterminé à nous faire taire par la peur, mais je vous assure qu'ils n'y parviendront pas. La tempête. » Une autre note, cette fois un avertissement. Le papier était maculé d'eau. L'encre coulait, mais les mots étaient encore lisibles. « Arrêtez de poser des questions, sinon il y aura un autre décès. » Des hoquets de surprise parcoururent la foule. Madame Price Ridley se serra la poitrine, murmurant que c'était honteux. Le jeune Denham pâlit, les lèvres pincées. Elsie, qui s'était courageusement aventurée dehors malgré sa peur, gémit doucement et enfouit son visage dans son châle. Le colonel Melchett tonna. « Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un dans ce village est déterminé à nous faire taire par la peur, mais je vous assure qu'ils n'y parviendront pas. » Miss Marple se pencha vers la note, son regard perçant scrutant les traits. Même brouillée par la pluie, elle remarqua que la main était pressée, irrégulière mais cohérente avec la précédente erreur. Le même écrivain, elle en était certaine. Une performance, encore une fois, mais née du désespoir. Un éclair illumina le cadran solaire, projetant de longues ombres sur le jardin. Et là, à sa base, le regard de Miss Marple aperçut quelque chose à moitié enfoui dans la terre humide. Un petit morceau de tissu déchiré, de la laine sombre, accroché à la pierre. Elle se pencha discrètement, la main légère pour le dégager. Un fragment de veste, usé mais révélateur. Elle le glissa rapidement dans son sac avant que les autres ne le remarquent. Les villageois murmuraient avec anxiété, les nerfs à vif. « Qui oserait une chose pareille ?» murmura Madame Bantry. « Une telle menace glace le sang. » Le ton de Miss Marple était doux, presque apaisant. Les menaces révèlent souvent plus la peur que le pouvoir. Celui qui a écrit cela craint que les questions ne révèlent trop la vérité. Tandis que le groupe se dispersait sous la pluie, Miss Marple rentra chez elle à pas lents, son châle serré. Elle sentit le poids du morceau de tissu dans son sac et repensa aux boutons manquants de M. Denham, aux contradictions de Madame Price Ridley et à la boiterie dans l'ombre. Le motif se tissait, point après point, à travers chaque indice. À son portail, elle s'arrêta, la tempête faisant toujours rage au-dessus d'elle. Pour la première fois depuis le début du mystère du cadran solaire, elle s'autorisa à reconnaître que le danger n'était plus caché. La tempête extérieure n'était que l'écho de celle qui régnait dans le village. Et quand les tempêtes éclatent, elle charrie les secrets au grand jour. Quelque part, elle le savait, le tueur les observait, tremblant à l'idée que leur rusée supercherie s'évanouisse. Une autre mort était promise. Reste à savoir s'il s'agissait de fanfaronnade ou d'intention, mais Miss Marple était certaine que la tempête ne faisait que commencer. La tempête était passée au matin, laissant le village propre, mais pas spirituellement.
Des flaques d'eau reflétaient le ciel pâle et des branches jonchaient les chemins, mais c'était la menace laissée par le cadran solaire qui hantait le plus les villageois. Ils se déplaçaient à pas rapides et évitaient le regard des autres, comme si le silence pouvait leur servir de protection. Miss Marple, cependant, n'avait aucune intention de se taire. Elle passait sa matinée à rendre visite à Madame Bantry pour une conversation amicale, au presbytère sous prétexte de s'inquiéter pour Elsie, et auprès où M. Denham feignait de faire des courses. À chaque visite, elle accumule des fils de conversation, des lapsus et des dénégations qui contribuent à enrichir son tableau de vérité. Dans l'après-midi, le colonel Melchett fit savoir qu'il avait l'intention d'organiser une réunion officielle au presbytère. Il était temps, déclaratif, d'entendre chaque histoire clairement, sans plus de chuchotements dans les coins. À contre-cœur, les principaux personnages se rassemblèrent. Madame Price Ridley, le jeune Denham, raide et sur la défensive, le vicaire, pâle et anxieux, qui s'efforçait de paraître calme mais n'y parvenait pas. Madame Bantry, piquée de curiosité, et Elsie, encore tremblante, assise près de mademoiselle Marple pour se réconforter. Le colonel commença avec sa vivacité habituelle. « Nous sommes ici pour mettre les choses au clair. Un homme est mort, et quelqu'un a menacé de recourir à de nouvelles violences. Je veux entendre la vérité avant que cela n'arrive. » Il regarda autour de lui, l'air sévère. Madame Price Ridley prend la parole la première, la voix sèche. « Je maintiens que tout cela est inutile. La mort du pauvre M. Linton est un accident. Ces notes et ces griffonnages sont l'œuvre de fauteurs de troubles, rien de plus. Accuser des personnes respectables d'être impliquées est un outrage. » Miss Marple, son tricot sur les genoux, leva les yeux avec un léger sourire. « L'indignation peut être un masque commode, Madame Price Ridley. Mais le problème avec les masques, c'est qu'ils glissent souvent. Vous nous avez vous-même confié connaître à peine M. Linton, et pourtant vous avez admis plus tard qu'il vous avait rendu visite à plusieurs reprises. Vous comprenez sans doute pourquoi un tel changement suscite la suspicion. Un frisson parcourt la pièce. Madame Price Ridley serra les lèvres et détourna le regard. Denham s'agita mal à l'aise sur sa chaise. « Je ne vois pas pourquoi on revient sans cesse à moi. Oui, j'ai perdu un bouton. Oui, j'étais près du cadran solaire cet après-midi-là, mais ça ne fait pas de moi un meurtrier. Beaucoup d'hommes portent des vestes à boutons de laiton. » Sa main, remarqua Miss Marple, effleura inconsciemment sa manche, là où la fermeture manquante laissait encore un trou. Le colonel Melchett se pencha en avant. « Alors pourquoi avez-vous menti sur l'endroit où vous étiez, la nuit où Elsie a été attaquée? Nous avons parlé à votre logeuse. Vous n'étiez pas dans votre chambre, comme vous le prétendez. » Le visage de Denham était vidé de toute couleur. « Je suis sorti prendre l'air, c'est tout. Les murmures des fantômes m'ont perturbé. » « Les fantômes jettent rarement des pierres, dit le colonel d'un ton sombre. Miss Marple intervint doucement. « La peur rend les gens stupides, colonel. Monsieur Denham a peut-être menti par lâcheté et non par culpabilité. Mais les mensonges, aussi petits soient-ils, ont toujours le don de nous rapprocher de la vérité. » Le vicaire s'éclaircit la gorge nerveusement. « Je ne peux pas croire que l'un d'entre nous ici puisse être coupable d'un crime aussi horrible. Sûrement un inconnu. Les étrangers gravissent rarement les codes sur les cadrans solaires des paisibles villages anglais, interrompant gentiment Miss Marple. Ce genre de choses naît généralement de l'endroit même où elle se produit. Elsie ajouta d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai encore entendu le bruit de la boîterie, cette nuit-là, près du cimetière. Je ne l'oublierai jamais. Les pas étaient irréguliers, précipités. Qui que ce soit, ils étaient assez proches pour m'effrayer. » Ces paroles approfondirent le silence. Madame Bantry se pencha vers mademoiselle Marple. « Le temps approche, Jane. Je le sens. Quelqu'un ici tremble sous le poids de ses propres mensonges. » Miss Marple hocha légèrement la tête, sans quitter des yeux les visages qui se présentaient à elle. Chaque mot prononcé, chaque déni, chaque geste nerveux, était un nouveau point dans son schéma naissant. Elle savait que le tissu de la tromperie était presque achevé. Le colonel se leva. « Nous allons lever la séance pour ce soir, mais je vous préviens que tout cela ne peut pas durer. Demain, j'aurai des réponses, d'une manière ou d'une autre. » Alors que le rassemblement se dispersait, le tonnerre grondait faiblement au loin, malgré le ciel dégagé. Miss Marple rentre chez elle à son rythme habituel, l'esprit plus vif que jamais. Elle avait presque tout ce qu'il lui fallait. Les mensonges se dénouent, les indices s'alignent. Demain, elle le savait, viendrait le moment où le masque tombera enfin. Le jour suivant se leva frais et lumineux, le village baigné de la tempête, mais sans la moindre suspicion.
La nouvelle se répandit rapidement, que le colonel Melchett prévoyait un dernier rassemblement dans le jardin du presbytère, là où toute cette étrange affaire avait commencé. En milieu d'après-midi, une foule curieuse se rassembla parmi les haies et les parterres de fleurs, chaque villageois murmurant ses propres théories, tandis que les yeux se tournaient inévitablement vers le cadran solaire. Miss Marple arriva discrètement, son châle soigneusement épinglé, son sac à tricot au bras. Elle se dirigea lentement vers sa chaise, au bord de la pelouse, d'où elle pouvait observer les visages plus facilement que les mots. Le colonel Melchett se tenait devant le cadran solaire, une silhouette sévère, la patience à bout. « Nous sommes ici, annonça-t-il, pour mettre fin aux rumeurs et à la peur. Quelqu'un parmi nous connaît la vérité sur la mort d'Arthur Linton, et il est temps que nous l'entendions. » Les villageois s'agitèrent, inquiets. Madame Price Ridley était assise, raide, les lèvres pincées. Denham s'agitait, les mains sur ses genoux. Le vicaire était pâle, son regard errant nerveusement. Elsie serrait fermement son châle, le visage encore empreint de peur. La voix de Miss Marple s'éleva doucement, résonnant dans l'assemblée. Quand les énigmes semblent les plus complexes, mieux vaut souvent revenir au début. Monsieur Linton fut retrouvé ici, près du cadran solaire, un mot à la main. Un mot rédigé à la hâte, avec ses initiales griffonnées. Un bouton fut déposé près de son corps, et plus tard des menaces furent proférées pour nous réduire au silence par la peur. Mais tous ces indices, lus avec attention, ne témoignent pas de mystère, mais de la folie humaine. Un murmure parcourt le groupe. Le colonel Melchett croisa les bras, l'observant attentivement. Elle continua calme comme toujours. Monsieur Denham a été largement soupçonné. Un bouton manquant, une attitude nerveuse, un mensonge sur ses allées et venues, tout cela rend les soupçons faciles. Pourtant, la facilité est rarement la vérité. Ces mensonges expriment la peur, non la culpabilité. La peur d'être blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Denham rougit, les yeux écarquillés, mais le regard de Miss Marple avait déjà changé. Madame Price Ridley, quant à elle, nous a beaucoup parlé tout en affirmant ne rien savoir. Elle a d'abord nié connaître M. Linton, puis a admis qu'il lui était venu plusieurs fois. Elle a insisté sur le fait que sa mort était accidentelle, bien que les circonstances démontrent le contraire. Et plus d'une fois, elle a parlé trop vite, comme si elle répétait une histoire. Des exclamations de surprise parcoururent les villageois. Madame Price Ridley se hérissa, la voix aigre. « C'est scandaleux! Je ne vais pas rester assise ici à me laisser calomnier par des ragots futiles. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais son ton resta doux. « Pas de calomnie, ma chère. Une observation. Monsieur Linton était clerc de notaire. Il venait vous voir non pas pour le plaisir, mais pour affaire. Vous aviez quelque chose que vous souhaitiez garder secret, et il l'a découvert. C'est pourquoi il est venu au jardin ce jour-là, et pourquoi il n'en est jamais ressorti vivant. » Les mains de Madame Price Ridley tremblaient sur ses genoux, même si elle essayait de garder le menton haut. Le colonel Melchett s'avança d'une voix dure. « Dites qu'elle l'a tué, Miss Marple. » La vieille dame joignit les mains, parlant aussi calmement que si elle discutait d'une recette de thé. « Je dis que le schéma est clair. Les gravures du cadran solaire étaient un code, certes, mais destiné à l'attirer ici. À son arrivée, il est réduit au silence. Un bouton arraché, un mot glissé dans sa main, des initiales destinées à tromper. Plus tard, d'autres menaces suivirent, des tentatives désespérées pour éloigner les soupçons. Mais les mensonges, mon colonel, ont le don de se tisser et de se tisser. Et Madame Price Ridley s'y est retrouvée prise au piège. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruissement des arbres. Tous les regards se tournèrent vers Madame Price Ridley, devenue blême. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois, son masque d'indignation vacilla, et la peur brilla dans ses yeux. Miss Marple se pencha en arrière, l'air doux, bien que ses paroles aient du poids. La vérité, j'ai souvent constaté, n'est pas tant cachée qu'obscurcie par le bruit. Et lorsque le bruit s'estompe, ce qui reste est assez simple. Un grondement de tonnerre retentit faiblement au loin, comme si l'orage n'était pas encore terminé. Les villageois retiennent leur souffle, sachant que le moment de la révélation était proche. Pendant un long moment, le jardin du presbytère ne résonna que du tumulte inquiet des villageois. Le cadran solaire, dressé solennellement au milieu d'eux, semblait presque se pencher dans le silence, comme s'il attendait lui aussi les prochains mots de Miss Marple. Le colonel Melchett fixait Madame Price Ridley du regard, mais c'est Miss Marple qui attirait toutes les oreilles, sa voix douce ayant plus de poids que le tonnerre. « Voyez-vous » commença-t-elle en croisant soigneusement les mains sur son sac à tricot. « La véritable nature de cette affaire ne se trouve pas dans les rayures sur le cadran solaire, ni dans le bouton ou le tissu déchiré.
Ce sont des signes, certes, mais des signes de quelque chose de plus profond que la faiblesse humaine. M. Linton n'était pas un homme aux projets audacieux. Il était ordonné, précis, du genre à tenir les comptes en équilibre. Lorsqu'un tel homme entre en conflit, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a découvert quelque chose de désordonné dans les affaires d'autrui. Les villageois se penchèrent vers elle. Les yeux de Madame Bantry brillaient d'excitation, tandis que le jeune Denham, figé, retenait son souffle. Miss Marple poursuivit, d'un ton toujours aussi doux. M. Linton, dans l'exercice de ses fonctions, tombe sur une affaire impliquant Madame Price Ridley. Il n'est pas rare que de respectables veuves aient de petits problèmes ou des investissements qui tournent mal, des dettes dissimulées ou des questions de propriété qu'il vaut mieux taire. Je crois que M. Linton a découvert quelque chose de ce genre. Il n'était pas malveillant, mais il insista pour obtenir des explications, peut-être une correction. C'est pourquoi il la rechercha ici, dans le calme du jardin du presbytère, croyant pouvoir résoudre le problème en privé. Elle marque une pause, les yeux fixés sur Madame Price Ridley. Mais elle ne pouvait se le permettre. L'orgueil et la peur du scandale sont des motivations puissantes, plus fortes encore que la cupidité. Lorsque M. Linton la confronta, une dispute éclata. Une bagarre précipitée, maladroite. Un bouton fut arraché, une arme de pierre arrachée. Il tomba et, effrayé par ce qu'elle avait fait, chercha à dissimuler la vérité. Des halètements parcoururent le groupe. Les mains de Madame Price Ridley se portèrent à sa gorge, sans rien dire. Miss Marple continua doucement, comme si elle expliquait une énigme domestique. Les inscriptions du cadran solaire, faites à la hâte, étaient une tentative de suggérer un mystère plus vaste qu'elle-même. Chiffres, lettres, quoi de plus excitant pour l'imagination du village. Puis vint le mot qu'il tenait à la main, forcé de le laisser après sa mort, pour suggérer des initiales trompeuses. Et lorsque les soupçons grandissaient, des menaces étaient glissées sous les portes pour nous dissuader de regarder de trop près. C'était un jeu désespéré, chaque geste plus téméraire que le précédent. La voix du colonel Melchett retentit. « Par le ciel, Miss Marple, voulez-vous dire qu'elle a mis en scène tous les codes, les notes, les menaces ?» « En effet, dit doucement Miss Marple, et remarquez la boiterie qui effraya la pauvre Elsie. Une ruse astucieuse, colonel, destinée à suggérer un étranger tapi dans l'ombre. Mais de tels déguisements durent rarement. La peur rend imprudent, et la langue de Madame Price Ridley la trahit plus d'une fois. Elle prétendit ne pas connaître M. Linton, puis admit qu'il était venu la voir. Elle déclara que la mort était un accident, bien avant qu'une telle conclusion ne soit tirée, et plus révélateur encore, elle parla de son ingérence, des mots qui révélèrent son grief bien avant que quiconque ne le lui demande. Les villageois murmurèrent, se tournant vers la veuve. Elle était assise, figée, le visage vidé de ses couleurs, son sang-froid s'effritant devant eux tous. La voix de Miss Marple, calme mais ferme, conclut que ce n'était pas la malice qui la poussait, mais la peur de la disgrâce, du petit scandale qui peut ruiner toute une vie d'orgueil. Pourtant, la peur, une fois maîtrisée, mène à la folie. Et la folie, hélas, mène au meurtre. Le poids de ces paroles résonnait dans l'air humide du jardin. Les éclairs avaient disparu, mais l'écho de l'orage semblait persister dans le silence qui suivit. Madame Price Ridley ouvrit la bouche comme pour protester, mais aucun son ne sortit. Le colonel Melchett s'avança, l'air grave. « Je crois, mademoiselle Marple, que vous avez tout mis au clair. Et bien que la lumière du soir s'adoucit autour d'eux, il n'y avait aucun doute que la vérité, longtemps cachée sous des murmures et des mensonges, avait enfin été révélée. Le jardin du presbytère se vida lentement après l'explication calme de Miss Marple, bien que le silence qui persistait fût plus pesant que l'orage de la nuit précédente. Les villageois chuchotaient à voix basse, jetant de brefs regards à Madame Price Ridley, restée assise comme pétrifiée. Le colonel Melchett avait posé une main sur son épaule d'une voix ferme mais sans amertume, lui indiquant qu'ils devraient poursuivre leur conversation à la gare. Elle ne répondit pas, fixant simplement le vide, le visage vidé de toute indignation, sa fierté enfin brisée. Miss Marple, son châle serré contre la fraîcheur du soir, ne s'attarda pas sur la scène. Elle s'éclipsa discrètement, sa petite silhouette se dirigeant vers le chemin comme si elle venait de faire une simple promenade. Pourtant, derrière elle, le village s'agitait, inquiet de savoir que l'un des leurs avait été démasqué, non par la force, mais par quelques mots doux, plus blessants que n'importe quelle accusation. Le lendemain, au salon de thé. L'histoire était sur toutes les lèvres. Madame Bantry raconta la scène avec force détail, ses mains flottant
tandis qu'elle décrivait le silence de la veuve et l'autorité tranquille de Miss Marple. C'était comme regarder un rideau se tirer, insista-t-elle. Soudain, nous l'avons compris. Et dire que je me suis imaginé que le pauvre Denham était coupable, moi aussi. Denham lui-même était assis à proximité, les épaules voûtées de soulagement, mais encore rouge de honte et de suspicion. « Je n'aurais jamais cru qu'il me croirait innocent, » murmura-t-il. « J'ai menti uniquement par peur. La peur ridiculise l'homme. » Miss Marple, sirotant son thé sereinement, lui adressa un sourire bienveillant. « Oui, en effet, la peur nous égare souvent, ma chère. Mais la vérité a le don de transparaître, même s'il faut la persuader un peu. » Le vicaire qui les avait rejoints semblait profondément troublé. Dire que ce pouvait être Madame Price Ridley. Elle était fière, certes, mais je la croyais inoffensive. Comme on peut être aveugle au danger de l'orgueil? L'orgueil, dit doucement Miss Marple, ressemble un peu à la moisissure sur les roses. Il commence petit, presque invisible, et si on ne le contrôle pas, il se propage jusqu'à gâcher la fleur. La pauvre Madame Price Ridley craignait la disgrâce plus que le péché. C'est un équilibre périlleux. Pendant un instant, le groupe resta silencieux, méditant sur la véracité de ses paroles. Dehors, le village continuait son cours. Une charrette passait bruyamment. Les enfants riaient sur la pelouse. La cloche de l'église sonnait l'heure. La vie reprend son cours, comme toujours, mais avec une légère ombre de malaise. Plus tard, rentrant chez elle par les ruelles tranquilles, Miss Marple s'arrêta devant son propre portail. Les roses brillaient de rosée, et l'air portait un léger parfum de terre fraîchement lavée par la pluie. Elle regarda en arrière vers le clocher de l'église, puis plus loin vers le presbytère, où se dressait le cadran solaire dans son jardin. Autrefois symbole d'une antiquité pittoresque, il resterait à jamais gravé dans la pierre, comme le lieu où des secrets furent gravés et où une vie fut perdue. Elle secoua doucement la tête, le regard pensif. « Le temps est une chose étrange, » murmura-t-elle. « Il enregistre non seulement les heures, mais aussi les folies des hommes. Et la folie humaine, hélas, est sans fin. » Sur ce, elle entra dans sa chaumière, la porte se refermant doucement derrière elle. Pourtant, au village, les conversations persistent pendant des semaines, chaque récit ajoutant de la couleur, chaque murmure projetant des ombres. St. Mary Mead avait retrouvé son rythme, mais n'oubliez pas avec quelle rapidité la respectabilité pouvait se transformer en tragédie. Et pour Miss Marple, c'était un autre rappel discret, que derrière chaque rideau de dentelle, chaque extérieur guindé se cache une histoire. Certaines finissent en commérage, d'autres en scandale. Mais parfois, comme pour le code gravé sur le cadran solaire, elles finissent en meurtre.